Et c'est parti pour un nouveau numéro de Coup de pouce pour la planète. Bienvenue dans l'émission de TV5 Monde qui vous parle développement durable et uniquement développement durable. Coup de pouce, coup de gueule, éco-gestes, toutes vos rubriques sont au rendez-vous. Vous voulez en savoir plus? Voici le sommaire de l'émission. Mourir bio n'est plus un rêve écolo. Au Québec, les fabricants de cercueils adaptent leurs produits à la clientèle. Label bio ou attrape Nigo? Comment s'y retrouver dans la jungle des logos? Séquence éco-gestes, bien apprendre à se servir de son chauffe-eau. Le miel des villes, dernier épisode. Petite visite dans le couvent des Sœurs Augustines à Paris où entre deux prières, on surveille la prochaine récolte. Alain Mourin-Dubourg, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, producteur de télévision. On se souvient de Terre des Bêtes. C'était sur Antenne 2 à l'époque. C'était en 1978. Animalia, c'était en 1988 sur Antenne 2 devenue France 2. Vous êtes le président de la Ligue pour la protection des oiseaux. C'est une des plus vieilles associations de protection de la nature, puisqu'elle a été créée en 1912. Elle a été reconnue d'utilité publique en 1986. Je peux quand même vous demander à quoi ça sert la LPO? Oh mon Dieu, ça sert à faire passer le message du respect du vivant. Alors c'est vrai que l'oiseau est le référent, puisque ce sont les protecteurs des oiseaux qui ont initié cette association. Mais aujourd'hui, on a 125 salariés, 46 000 membres. Et notre spectre d'activité couvre aussi bien les mesures agri-environnementales que l'éolien, que la protection des zones humides, que l'international à travers BirdLife International et bien d'autres choses encore. Alors, j'ai noté quand même que parmi les valeurs de la Ligue pour la protection des oiseaux, il y a donc le respect de la vie sauvage, qui est essentiel selon vous au développement des sociétés humaines. Dans quel sens ? Gandhi disait on juge l'état d'une société à la manière dont elle traite ses animaux. Et moi, je pense aussi bien à la condition animale qu'à la sauvegarde des espèces. Or, aujourd'hui, la biodiversité, l'ensemble du vivant qui nous entoure est en déclin. Alors, vous militez également pour une contribution au développement durable. C'est une notion qui est vraiment bien ancrée dans les statuts de la LPO. C'est un développement qui serait respectueux des richesses naturelles. Dans quel sens est-ce qu'il faut aller pour justement aller vers ce développement durable tel que vous le concevez ? Le développement durable, c'est 3 piliers. Pilier économique, pilier social, on s'occupe de la condition humaine, et pilier environnemental. S'il n'y a que 2 piliers, ça ne marche pas. Donc c'est une réflexion, c'est une façon d'agir qui prend toujours en compte le respect de l'homme et le respect de l'environnement, sans mettre la nature sous cloche. On est favorable à un développement économique, mais rationnel, et tout ça devient durable. Alors, notre image de la semaine, elle n'est pas d'actualité, mais elle y est intimement liée. C'est une vidéo, elle a déjà été visionnée plus de 3 millions de fois sur Internet. Je vous propose de regarder un petit extrait. According to the charts, that's the best plan of action. Yeah. Great. Don't worry about it. It's a small spill on a very large table. Sir, I think we are underestimating just how much coffee was spilled. Yeah, that's a lot of coffee. Well, we better hurry up because it's almost reached my laptop. Calm down, calm down. Boom. It's also going to destroy all the fish. Oh boy. Okay. Boom. Look at that. My God, it's encroaching on my map of Louisiana. Alors, il y en a pour 3 minutes. C'est une parodie réalisée par des comédiens américains. Ils ont imaginé ce qui se serait passé si quelqu'un avait renversé donc une tasse de café au siège de BP. Une façon de symboliser la marée noire dans le golfe du Mexique. Et c'est une métaphore donc d'une gestion catastrophique. On bricole des solutions. On essaye de trouver des décisions qui sont toujours mauvaises. On va même jusqu'à appeler Kevin Costner au téléphone. Et puis finalement, eh bien, on rejette la faute sur un autre et on laisse le problème en plan. Alors, on traite ça avec humour. La situation, on le sait, dans le golfe du Mexique est désastreuse, dramatique. Mais est-ce que le rire permet, selon vous, de justement sensibiliser l'opinion ? Le rire est tout à fait utile et la convivialité aussi. Vous savez, protéger la nature, c'est aimer la vie. Et c'est vrai qu'on doit montrer du doigt, on doit dénoncer, on doit se battre,
parfois violemment, malheureusement. Mais si on peut initier ce respect du vivant par la convivialité et même le rire, bien sûr, c'est un outil formidable. C'est un outil universel, le rire. Et donc, tout ce qui peut contribuer à servir notre cause, notre avenir, on doit l'utiliser. Alors là, je vais m'adresser directement au président de la LPO. Quelques 800 oiseaux sont morts depuis le début de la catastrophe. Comment est-ce que vous le jugez? Écoutez, très honnêtement, c'est très peu de choses et pourtant chaque oiseau m'importe. Mais par rapport à l'Erika, par exemple, où c'était 150 000 oiseaux. Mais ce que l'on constate, c'est qu'il y a une incohérence dans l'organisation des moyens. Et le gouvernement français nous a demandé de prévoir des techniciens de la LPO à dépêcher là-bas en Louisiane. Donc vous allez être sur place. On va aller sur place s'ils veulent bien nous. Mais ce qui se passe, c'est qu'en France, vous avez un préfet et un ministre qui gèrent l'ensemble des problèmes de marée noire quand il y en a, alors que là-bas, ça a été BP qui l'a géré prioritairement, plus des associations un peu isolées. C'est-à-dire vous avez des gens qui soignent des oiseaux, qui vont les relâcher, d'autres gens qui les soignent et tout. C'est extrêmement complexe. La deuxième chose, c'est qu'on est dans une situation particulière. Les Beyrouth sont des endroits où quasiment impénétrables, sauf avec des airboats et autres. Et les oiseaux se cachent pour mourir. C'est-à-dire qu'il est très difficile de les recueillir. Le bilan qu'on donne là est peut-être un bilan... Il est sous-estimé, mais bien sûr. Et c'est un lieu en plus qui est un lieu du départ de la vie. C'est là où on trouve tous les micro-organismes de la chaîne. Enfin, tout ça, vous le savez. C'est complexe. Hein. Alors, pas de tabou dans Coup de pouce pour la planète. Nous allons parler de la mort. Vous ne le savez sans doute pas, mais mourir, notamment dans les pays développés, ce n'est pas très écolo. Pourtant, la tendance est en train de changer. Pour certains, désormais, choisir les conditions de son dernier voyage, ça devient aussi un engagement durable. Un reportage au Québec signé Catherine François. Quand son heure sera venue, Lucie Dumais-Saint-Gelais sait déjà quelle sera sa dernière demeure. Ce sera ce cercueil en peuplier. Un cercueil écologique, 100% biodégradable, sans une once de métal ou de produits chimiques, garni de coton biologique. Une évidence pour cette Québécoise. Pour moi, c'était un choix qui s'imposait, compte tenu de mes idées sur le développement durable et aussi le travail que j'ai fait pendant plusieurs années en environnement. La coopérative funéraire où Lucie a fait ses préarrangements funéraires offre depuis le début de l'année ce genre de cercueil. C'est très bien reçu, mais c'est clair que ça ne fait que depuis près de, j'avais dit à peu près 4 à 5 mois, changer des habitudes dans le rituel funéraire, ça ne se fait pas rapidement, généralement. Car les traditions sont fortes dans ce domaine. Mais c'est parce qu'elles ont senti un besoin au sein d'une partie de leur clientèle que les coopératives et les maisons funéraires du Québec ont demandé aux fabricants de leur fournir des cercueils biologiques. Les premiers du genre sont apparus sur le marché il y a 2 ans. Fabriqués ici, chez Fournitures Funéraires Victoriaville, le plus gros fabricant de cercueils en bois au Canada et le 3e en importance en Amérique du Nord. Nous, on pense que c'est une tendance ici qui est vraiment, je vous dirais, qui va avec notre fabrication de produits. Et ce qu'on prévoit, c'est que 25 de nos produits, d'ici 5 ou 10 ans, devraient être écologiques. Dans un cimetière de la taille d'un terrain de football, on retrouve l'équivalent de 40 maisons en bois, 1000 tonnes d'acier et 20 000 tonnes de béton. Sans oublier le formaldéhyde, ce produit très toxique dont on se sert pour embaumer les corps inhumés. Chaque année, on en utilise 4 millions de litres en Amérique du Nord, qui se retrouvent dans les sols et les nappes phréatiques. La crémation n'est pas plus écologique, contrairement aux idées reçues. Lorsqu'il y a de crémation, il y a une énorme part de gaz pour réussir à allumer le feu et brûler les gens pendant 2-3 heures. Donc, il y a une énergie incroyable, un effet de serre incroyable. En chauffant le four à plus de 850 degrés, on libère dans l'air des substances toxiques comme des métaux lourds, du dioxyde de soufre, de la dioxine et du mercure. Près de 150 kilos de mercure libérés tous les ans en Amérique du Nord. Le cercueil bio n'est qu'une première étape dans le virage vert qu'est en train de prendre l'industrie funéraire au Québec. Le développement durable, c'est pas juste une mode, c'est une tendance de fond. Et le funéraire est aussi influencé par cette tendance-là. On va avoir aussi à démontrer et être plutôt à devenir responsable socialement. Donc, ça va s'inscrire aussi dans nos pratiques de gestion
et dans les rituels funéraires qui vont se développer au cours des prochaines années. Lucie croit elle aussi que de plus en plus de gens vont opter pour des funérailles vertes. Et elle est sereine dans sa décision. Je vais m'en aller doucement, lentement vers la terre-mère avec le cercueil qui va contenir mon corps. Leur demande est encore marginale, mais pour tous ceux à qui l'environnement tient à cœur, les cercueils biologiques sont un dernier acte militant et une première réponse pour teinter de vert l'adieu à la vie. Très bien fait le reportage, je trouve. Écoutez, il est informatif. Il aurait pu tourner en dérision une certaine approche. Je le trouve très, très bien fait. Écoutez, on remercie encore une fois Catherine François, qui est notre correspondante au Québec. Alors, tout à l'heure, on parlait du rire. Là, on a abordé un sujet qui n'est pas très évident comme ça de prime abord. Mais vous le saviez, tout ça? Vous saviez que j'en avais entendu parler. C'est pas très écolo? Je trouve pas ça futile et risible que de penser à sa dernière heure et de choisir une démarche qui est conforme à son engagement dans la vie. Mais au-delà, ce qui apparaît, vous savez, on dit souvent le développement durable, la protection de la nature, ça signifie mettre sous cloche, c'est le cas de le dire, mais empêcher de produire, etc. Voilà un exemple type où il peut y avoir un nouveau marché qui se crée simplement parce qu'on a conscience que les ressources sont fragiles et qu'on doit avoir des comportements durables. D'accord. Vous aurez-vous un comportement durable pour votre dernier voyage? Moi, Pardonnez ma question. Ah non, bien sûr, aucun souci avec ça. Je serais assez preneur. Ouais, franchement, Donc un cercueil biologique. Voilà, tout à fait, pourquoi pas, bien vraiment sûr. Responsable, bien sûr. Qui respecterait totalement la nature. Vous savez, quand on voit les chiffres qui ont été indiqués, c'est quand même inquiétant. Il y a une réflexion à avoir, et je pense que c'est pas parce qu'on part au-delà, ou dont je n'en sais rien, mais qu'on doit pour autant effacer ses responsabilités du passé. Je vais vous poser une question. Comment vous faites-vous pour vous y retrouver dans la forêt des labels? C'est extrêmement compliqué. Il y en a qui sont certifiés bio, agriculture biologique, commerce équitable, j'en passe et des meilleurs. Alors, aller faire ses courses aujourd'hui, c'est se perdre dans les méandres des certifications. Et ça, ça agace Franz Vaillant. C'est le nouveau logo biologique de l'Union européenne. Le 1er juillet, on le trouvera donc sur tous les produits biologiques préemballés et fabriqués dans les 27 pays de l'UE. D'abord, on pense, c'est une bonne chose, c'est vrai. Aujourd'hui, pour s'y retrouver, on dégainerait presque son GPS. Mais ce logo européen ne résout aucun problème de visibilité. À ses côtés, sur les emballages, d'autres logos à caractère privé, régional ou national restent autorisés. Et de rappeler qu'un produit vert, naturel, bio ou biodégradable ne garantit rien, sans parler de ceux que l'on croit connaître. Ainsi, ce logo français AB, il garantit bien un produit bio, c'est-à-dire sans utilisation aucune de produits chimiques, mais il tolère des traces d'OGM. Et ce logo point vert, il ne veut pas dire recyclable, ou que cet emballage sera forcément recyclé. Il signifie simplement que le fabricant respecte la loi, une loi qui l'oblige à participer financièrement au recyclage. Pour conclure, ce nouveau label bio de l'Union européenne nous rappelle que plus ça change, plus c'est pareil, et que question logo, faute d'harmonisation et d'une certaine cohérence, il reste difficile aujourd'hui d'acheter responsable. Alors Alain Mougrain-Dubourg, le développement durable, on a l'impression que parfois c'est simplement un outil marketing. Oui, le greenwashing existe, on ne peut pas le nier, c'est-à-dire qu'à travers une certaine image, on va se coller une autre image qui sera plus favorable à l'égard du consommateur. Allez, un petit coup de soleil cette semaine avec un monsieur qui s'appelle Patrick Lepold. Cet aventurier s'apprête à réaliser un véritable exploit, un tour du monde en kitesurf. Reza Pounevachi et Jean-François Becquet l'ont rencontré avant son départ. Voici leur reportage. Même à Paris, Patrick Lepold ne perd jamais de vue l'eau, son élément de prédilection. À 45 ans, ce Breton est un aventurier qui compte plusieurs records à son actif. Tout commence avec une planche à voile au milieu des années 90. J'organisais une expédition humanitaire en Amérique du Sud. Je me suis retrouvé à traverser le détroit de Magellan, donc en planche à voile, escorté par la marine chilienne. Et puis en continuant le périple, il y a un capitaine qui m'a repéré et il m'a dit « Si tu veux, tu viens avec moi, tu seras le premier au monde à naviguer le long de la péninsule antarctique près du pôle Sud. » 15 ans plus tard, notre héros a un nouveau projet, traverser 8 détroits en kitesurf.
Un tour du monde sans engin à moteur ni essence, juste une planche tractée par un cerf-volant XXL pour naviguer sur des eaux glacées. Mais mis à part le défi sportif, quel est l'intérêt écologique ? Le but écologique, c'est que moi je vais utiliser la force du vent. On utilise de plus en plus la force de l'éolien et on va focaliser l'attention sur les plateformes offshore d'éoliennes qui utilisent aussi le vent pour générer de l'énergie. Avant le top départ prévu en août prochain sur le détroit de Bering, reste le plus important, les financements. Pas facile de convaincre des entreprises en temps de crise. Cette année, le mécénat en France pour l'environnement ne représente que 10% de l'ensemble des dons. Alors là, c'est un exploit estampillé développement durable, mais ça sert vraiment à quelque chose ? Oui, parce que d'abord, ces personnages deviennent célèbres. Regardez Maud Fontenoy qui a traversé à la rame, etc., et tant d'autres. À partir du moment où les célébrités portent le message, c'est extrêmement utile. Parce qu'on a besoin de référents, on a besoin de gens un peu crédibles, et donc ils participent à la communication qui nous interpelle et nous amène à changer nos comportements. Donc il faut que des personnalités, des figures se portent endossent les habits de porte-voix d'une cause. On peut le regretter, on est dans un monde où le paraître vaut plus que l'être, malheureusement. N'empêche que le paraître, il faut l'utiliser à bon escient. Et ces gens-là font du bon boulot. Moi, j'ai beaucoup de respect et d'admiration. Quant au mécénat, c'est vrai que c'est très dur. On voit bien que l'environnement est le parent pauvre par rapport à d'autres causes essentielles, l'humanitaire notamment. C'est l'heure de l'éco-geste dans Coup de pouce pour la planète. Et cette semaine, nos confrères de Télé-Québec nous apprennent comment optimiser l'usage d'un chauffe-eau. Regardez. Après le chauffage, le chauffe-eau est l'appareil qui consomme le plus d'énergie dans votre maison. Pour réduire votre facture en évitant le choc de la douche froide, voici quelques trucs qui pourront vous aider. Tout d'abord, sachez que vous pouvez régler la température de votre chauffe-eau à 60 degrés Celsius. Cette température est suffisante pour prendre des douches agréables, tout en éliminant les possibilités de brûlure. Vous pouvez aussi ajouter une couverture isolante qui éliminera en bonne partie les pertes thermiques de votre chauffe-eau. Cependant, il n'est pas recommandé d'ajouter cette couverture sur certains modèles au gaz propane ou au mazout. Renseignez-vous auprès d'un spécialiste. Vous pouvez aussi mettre une isolation sur les conduites d'eau chaude. Lorsque viendra le temps de changer votre chauffe-eau, optez pour un appareil bien isolé et performant d'un point de vue énergétique. Pour encore plus d'économie, préférez les douches au bain, lavez à l'eau froide et utilisez un pommeau de douche à débit réduit. Alors Alain Bougrain-Dubourg, là ce sont des conseils pour des utilisations à titre individuel, mais est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité des industriels qui devraient eux aussi peut-être construire des appareils moins gourmands en énergie, moins bien sûr, néfastes à l'environnement? Alors là, ils commencent à sentir le vent, les industriels. En revanche, je dois souligner qu'au moins en France, ils n'ont pas démérité par rapport à l'agriculture. Je suis obligé de le dire, qui reste ancré dans des méthodes discutables de gestion de l'eau, d'intrants, de polluants, etc. Les industriels ont fait beaucoup d'efforts et aujourd'hui, on voit qu'ils vont de l'avant parce qu'on se rend compte que les ressources sont limitées. Et donc, on est obligé de réinventer. Et c'est là où les emplois se créent, c'est là où il y a de nouvelles idées qui surgissent et qui peuvent être mises en œuvre. Et donc ça veut dire quoi, que la recherche, l'industrie, la croissance verte sont l'avenir de incontestablement, on estime rien que pour la France qu'il y a peut-être 600 000 emplois qui, à très court terme, vont être directement liés au secteur environnemental à travers les économies d'énergie, l'habitat, les voitures, la biodiversité et bien d'autres lieux. Oui. Allez, suite et fin de notre feuilleton. Dans le miel de Paris, nous sommes sur la trace des abeilles des villes. Elles disparaissent dans les campagnes, mais prospèrent dans les agglomérations. Cette semaine, escale dans un havre de paix. En plein cœur de la capitale française, les religieuses du couvent des Sœurs Augustines prennent une leçon d'apiculture. Nous sommes dans un cadre quand même très étonnant, en plein Paris, une verdure pareille, et puis un lieu
particulier. J'ai pas peur, mais j'ai peur qu'il me pique. Parce que quand tu piques, il pique. Hein. Oui, c'est vrai que... Oh. J'ai récupéré un essaim il y a quelques jours dans la petite ruchette qui est sur l'arbre là-haut. Cet essaim, je l'ai pris, je l'ai mis dans une ruche et nous allons essayer de voir si cet essaim a bien une reine et si cette reine pond. Là, j'ai du couvain, c'est-à-dire que j'ai des futures abeilles. Ça veut donc dire que j'ai une reine qui a pondu et qui pond. On voit la reine ici avec sa petite casaque blanche. Napoléon III avait autorisé en fait jusqu'à 2000 ruches dans Paris. Moi, je suis arrivé en 1951. Les ruches étaient là avant moi. On mangeait du miel comme dessert. Et puis de temps en temps, on suçait les alvéoles. Ah oui, on suçait aussi les alvéoles, ouais. Comment? Oui, alors mais ma mère n'y vient pas. Qui c'est qui est là? Je propose de ne pas poursuivre trop loin, parce que cette ruche-là, vous savez, c'est la première. C'est la concierge. Ah bon? Et la concierge est en général nerveuse. Oui, 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 oui. Je savais pas qu'il y avait la concierge dans les abeilles. Oui, non, mais celle-là... Dans toutes les abeilles, chacune a des fonctions. Avant, on pensait qu'il y avait un roi. Ensuite, on s'est dit, il y a une reine. Bon, le mot reine va plus, donc on dit une mère. Bon. Parce que son rôle, c'est uniquement de pondre. Et quand elle n'est plus capable de pondre, les abeilles la virent. Ben, j'espère que la récolte sera bonne. N'est-ce pas? Et merci beaucoup parce qu'on a vu toutes, très contente de toute l'explication. Oui, très intéressant. C'est toujours très intéressant. Oui. Voilà. À très bientôt et merci encore. Merci. Vous avez dit c'est mignon. Oui, oui, oui. Je trouve ça tout à fait charmant. Et la reine, c'est une mère supérieure, on peut dire. Non, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les abeilles disparaissent pour de multiples raisons. Et pourtant, elles sont très utiles. Elles représentent... On les appelle les vigies de la biodiversité. Déjà, elles sont des indicatrices très importantes, mais elles nous fournissent gratuitement 30% de la production agroalimentaire à travers la pollinisation. Ça vous étonne qu'elles arrivent à prospérer dans les villes? Ah non, au contraire. Vous savez, vous allez au sud de Paris, c'est le désert vert avec les grandes cultures. Or, les abeilles, elles ont besoin de fleurs, de diversité botanique. Et dans Paris, ben, c'est merveilleux. Il y a de moins en moins d'intrants, de pesticides, de produits chimiques, etc. Et énormément de végétation. Elles les trouvent notamment dans les cimetières, pour tout dire. Parce que, bon, voilà. On y revient. Ouais, on y revient. Allez, je vais vous faire un petit cadeau. Ouais. Je vous donne 40 secondes. 40 secondes, rien qu'à vous. Et vous nous dites quel est votre coup de pouce pour la planète. Attention, c'est chronométré. Donc, top chrono. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'on parle beaucoup de la nature, de l'environnement, de la faune à travers des quotas, à travers des chiffres. Je disais il y a un instant, 150 000 oiseaux tués lors de l'Erika. Eh bien, je voudrais qu'on pense que derrière ces chiffres, il y a des êtres vivants qui sont capables de souffrir. Ce sont des individus et je crois qu'il faut que peu à peu, on prenne en compte cette notion de respect de l'individu, cette notion de souffrance. Les animaux ne sont pas des objets, ne sont pas des jouets. Le vivant qui nous entoure nous permet à nous de vivre, c'est notre assurance vie. Merci beaucoup Alain Bougrain-Dubourg. Vous êtes resté dans les 40 secondes. Alors je vais vous offrir un autre cadeau, un petit coup d'œil qui va vous faire plaisir. Le message, c'est eux, ils n'ont rien demandé. Regardez.
un petit sourire pour terminer l'émission, mais le message est quand même important. Très fort, bien sûr. Alain Bougrain-Dubourg, merci beaucoup Merci, d'avoir j'ai été été ravi. l'invité de Coup de pouce pour la planète. Je rappelle la sortie de ce livre, Autopsie du monde animal, aux éditions de l'Échiquier. Ce sont une conversation écologique avec Guilhem Le Saffre, qui est lui-même naturaliste et ornithologue. Merci infiniment d'avoir été l'invité de ce dernier coup de pouce de la saison, puisque toute l'équipe va prendre ses quartiers d'été. Vous retrouverez les meilleurs moments pendant les mois de juillet et août. Et nous, on se retrouve en septembre. Continuez à nous contacter sur Internet, à nous laisser vos réactions sur le développement durable sur notre site. Et je vous dis à très bientôt sur TV5 Monde.